Un sujet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel je travaille tous les jours avec mes clients, c'est comment aider les entrepreneurs à devenir des porte-paroles, des autorités, à utiliser leur expertise comme piédestal, comme socle pour se faire entendre dans les médias et faire passer des messages forts. J'ai la conviction qu'il faut aujourd'hui avoir des voix fortes qui portent sur la société de la longévité, avoir de nouvelles têtes, avoir de nouvelles idées, avoir des personnes qui prennent des positions iconoclastes, qui prennent des risques, qui savent se faire entendre, qui savent intéresser les médias et qui savent intéresser le public. Et aujourd'hui, on a la chance d'être dans une période où les choses sont possibles, où il est possible de se faire entendre. Encore faut-il trouver les façons de convaincre les médias qu'on est intéressant, les façons de convaincre les médias qu'on a quelque chose à dire et que ce qu'on a à dire est différent de ce que disent les personnes qui ont aujourd'hui l'attention des médias sur ce sujet. Pour parvenir à ce résultat, il faut appliquer des stratégies. Et il y a une stratégie qu'on pourrait étudier aujourd'hui, c'est la stratégie qui a été utilisée par Didier Raoult pendant la crise Covid pour atteindre ce résultat. Didier Raoult, gardons à l'esprit qu'il y a 3 mois et demi, peu de gens savaient qui c'était, et aujourd'hui, il est devenu une personnalité vraiment centrale dans les médias, quelqu'un qu'on écoute, qu'on interviewe, à qui BFM TV a accordé une interview exclusive de plus d'une heure le 3 juin. Et qu'on soit d'accord avec ce qu'il a à dire ou non, Didier Raoult, c'est quelqu'un qui laisse pas indifférent, et c'est quelqu'un qui arrive à porter une voix qui va à l'encontre de la voix principale, du mainstream, de l'État, de l'establishment. Et quelque part, il y a beaucoup à apprendre des aptitudes et des attitudes de Didier Raoult et de la façon dont il a orchestré son ascension médiatique en s'appuyant sur une situation qui lui donnait les moyens de faire entendre un discours d'expert, un discours de sachant. Dans cette vidéo, on va parler des 3 axes de la stratégie marketing de Didier Raoult. On va montrer que c'est un personnage qui fait autorité. On va essayer de décortiquer sa stratégie de media hacking et de comprendre pourquoi il a réussi à devenir la personnalité de premier plan qu'il est aujourd'hui. Enfin, on va regarder sur quel biais cognitif de son public il a pu s'appuyer pour développer sa stratégie, développer son personnage et développer l'autorité qu'il a acquis aujourd'hui. Mais d'abord, essayons de remonter quelques mois en arrière pour comprendre comment Didier Raoult est devenu la personnalité que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le 13 mars 2020, le président Emmanuel Macron prend la parole à la télévision et annonce qu'il a décidé de confiner le pays. Il fait ce choix parce que 2 jours plus tôt, il a réuni un comité scientifique composé de médecins qui, désormais, analyse la crise, analyse la maladie, analyse l'état de l'art en termes de recherche médicale et scientifique pour donner un avis qui permet au président de prendre les décisions sur la politique à mener pour que la France évite de se retrouver dans une situation grave comme l'ont connu auparavant l'Iran ou plus récemment l'Italie. Donc c'est une restriction majeure des libertés individuelles, et notamment de la liberté d'aller et venir. Et pourtant, à ce moment-là, il y a peu d'opposants qui se font entendre en fait à la parole d'Emmanuel Macron. Il y a comme s'il y avait un consensus. La raison de ce consensus, elle est simple, c'est que Emmanuel Macron s'appuie sur l'avis d'un comité scientifique et que les opposants traditionnels d'Emmanuel Macron, n'étant pas eux-mêmes des scientifiques et n'ayant pas à leur disposition des scientifiques qui aillent à l'encontre de l'avis du comité scientifique, n'ont pas vraiment d'éléments pour s'opposer à Emmanuel Macron. En revanche, il y a un professeur, donc le professeur Raoult, qui lui émet un avis contraire, pour montrer que d'une part, à son avis, l'impact de la maladie est exagéré, que d'autre part, le confinement n'est pas utile, et enfin, il montre qu'il a découvert un traitement qui guérit les malades et qu'on appelle la chloroquine. Donc, à partir du moment où Didier Raoult prend ces positions-là,
et où elles émergent dans les médias, il y a un emballement. Didier Raoult devient rapidement une figure médiatique de premier plan, et partant de là, les médias qui ont besoin en fait d'alimenter en permanence le fil médiatique en rajoutant de la nouvelle information, en rajoutant des expertises, des contre-expertises, ils vont jouer sur ces figures d'opposition entre d'un côté Didier Raoult et de l'autre le système pour créer en fait un buzz médiatique en invitant des experts qui vont commenter un côté ou l'autre, en demandant l'avis au public, en faisant des micro-trottoirs, de façon à bien montrer qu'il y a deux blocs qui s'opposent et le public qui doit un peu choisir entre les deux. Et ce qu'on peut apprendre en fait à ce moment-là, quand on se renseigne sur Didier Raoult, c'est que c'est pas un perdreau de l'année, mais c'est déjà quelqu'un qui a essayé d'exister sur la scène médiatique auparavant, parce que donc c'est un médecin, son autorité médicale est reconnue, incontestée, il a eu des prix, il a enseigné pendant de nombreuses années, il a été directeur de 78 thèses de doctorat, il a contribué ou écrit personnellement plus de 3000 articles scientifiques, il est reconnu en tant qu'expert sur beaucoup de domaines, il est directeur d'un institut médical réputé, mais c'est aussi une personnalité qui essaye d'exister médiatiquement auprès du grand public. Il a écrit 6 livres pour le grand public, le dernier d'ailleurs est paru chez Robert Laffont en mars 2020. Il expose ses connaissances médicales, il fait de la vulgarisation scientifique, il essaye de rassurer, il prend position sur les vaccins, il révise un petit peu l'histoire de France, et il prend aussi des positions politiques. Des positions politiques qu'il va également prendre dans les chroniques qu'il tient dans plusieurs médias français grand public. Il a écrit dans Le Figaro une chronique politique entre 1998 et 2001. Ensuite, il a écrit pour Le Point entre 2011 et 2018. Et depuis 2017, il écrit à peu près trimestriellement dans Les Échos. Donc, le succès de Didier Raoult n'est pas le fruit d'un heureux hasard, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ça montre qu'il a employé une recette, et que cette recette, on peut la réutiliser. Quelle leçon est-ce qu'on peut retirer de l'analyse de la stratégie de Didier Raoult? Qu'est-ce qui est reproductible? Comment est-ce que vous pouvez vous approprier sa méthode et comment vous pouvez l'appliquer à votre communication? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pour appuyer son autorité, Didier Raoult utilise un principe psychologique qui a été décrit par Robert Cialdini, un professeur de psychologie et l'un des pionniers de la science de la persuasion. Dans son best-seller Influence et manipulation qu'il a écrit en 1984, Cialdini explique les fondements du principe d'autorité si cher à Didier Raoult. Pendant la crise Covid, on a été soumis à une situation complètement inédite. On ne savait pas quoi faire, on ne savait pas de quoi demain serait fait, on n'avait pas de vision d'avenir. On avait vraiment besoin de se raccrocher à une autorité, à quelqu'un qui nous dise quoi faire, qui nous rassure, qui nous explique l'attitude à avoir. C'est là-dessus que le gouvernement a pu s'appuyer pour déclencher le confinement et pour imposer à toute la population française des mesures très restrictives. Le principe d'autorité, il repose sur le constat que prendre une décision, ça crée un certain niveau d'anxiété chez les êtres humains. Et que pour alléger cette anxiété, on va chercher une figure d'autorité qui peut nous dire quoi faire. Et on est prêt à déléguer une partie de notre force de décision si quelqu'un que nous reconnaissons comme une autorité nous recommande de le faire. C'est-à-dire que l'une des façons qui permet au groupe de se coordonner, c'est de reconnaître l'autorité d'un chef. Si tout le monde le conteste en permanence, le groupe n'est pas efficient. Alors c'est un comportement qu'on retrouve également chez les animaux, notamment ceux qui fonctionnent en meute ou en groupe, possèdent toujours un mâle alpha dont l'autorité repose sur la force. Alors chez les humains, l'autorité n'est pas basée sur la force physique, mais sur des symboles d'autorité. Il y a d'abord le titre. Alors on peut être docteur, professeur, député, président de la République, officier de police. Il y a le costume. Alors le costume, ça peut être la blouse, le costume cravate, la tenue militaire, l'écharpe de député, un symbole de pouvoir. Et enfin, il y a le contexte. Le contexte, c'est la situation, le décor, les accessoires, le moment où se déroule la manifestation d'autorité. Alors Didier Raoult, en fait, c'est pareil, il joue sur les trois tableaux.
Alors d'abord, on l'a vu, les titres et l'expertise, bon, c'est quoi, il y a vraiment une expertise incontestable. Ensuite, en termes de costume, il incarne le médecin. C'est-à-dire qu'il apparaît systématiquement vêtu de sa blouse et installé dans son bureau directorial surchargé de dossiers. Et enfin, et c'est ça qui est important, parce que c'est ça qui explique son émergence, il intervient dans le contexte d'une crise sanitaire sur un sujet dont il est justement expert, donc les virus. Donc c'est pas, voilà, c'est vraiment une autorité. S'il fallait une autorité, c'est à lui qu'on aurait pensé. D'ailleurs, on avait pensé à lui puisqu'il a été invité à participer aux travaux du comité scientifique, sauf qu'il n'y est jamais allé et le 24 mars, il déclare qu'en fait, il veut pas en faire partie. Euh, une fois qu'on a ce socle-là, Didier Raoult, il a eu besoin en fait des médias pour pouvoir exploser. Alors ça, en fait, la stratégie qu'il a appliquée pour devenir comme ça, pour utiliser les médias comme levier pour sa communication, c'est ce qu'on appelle le media hacking. Donc il a pu émerger dans les médias en leur apportant ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire du contenu que les gens ont envie de lire et partager. Le fonctionnement des médias traditionnels, et surtout des médias en ligne, a été décrit par Ryan Holiday, qui a été le directeur marketing d'une marque de vêtements américain qui s'appelle American Apparel, et qui a utilisé des techniques de media hacking pour promouvoir sa marque en utilisant justement les leviers des médias en ligne, en utilisant des tactiques qu'il a identifiées pour pouvoir promouvoir sa marque sans dépenser beaucoup d'argent. Donc il a décrit toute cette stratégie dans un livre qui s'appelle Croyez-moi, je vous mens, que je vous recommande parce que c'est une bible pour comprendre comment fonctionnent les médias et comment vous faire entendre dans les médias, quelles sont les techniques à utiliser pour que les médias vous écoutent et relayent vos messages. Et donc Ryan Holiday, dans son livre, il décortique le mécanisme des médias en ligne. Et il explique que les médias ont besoin de récupérer de l'information qui va faire du buzz, qui va être partagée, qui va susciter des commentaires et qui va permettre de faire des titres excitants sur lesquels les gens vont cliquer. Parce que les médias, gardons à l'esprit qu'ils ont besoin d'avoir des vues parce que c'est les vues qui leur rapportent de l'argent au travers de la publicité. Donc, Ryan Holiday, ce qu'il observe dans son livre, à travers les différentes campagnes communication qu'il a fait pour American Apparel ou pour ses autres clients par la suite, c'est que pour qu'un contenu soit excitant, pour qu'il soit partagé, pour qu'il marche, il doit être négatif, mais pas trop. Il dit que le désespoir nous mène à ne rien faire. D'ailleurs, on l'a vu dans la crise Covid, il y a un certain nombre de situations désespérantes qui nous ont laissé un peu apathiques, surtout au début du confinement, où on était là, un peu désespérés, à pas trop savoir qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire pour s'en sortir. Ryan Holiday, il ajoute que la pitié et l'empathie nous poussent à faire quelque chose et à agir dans le monde réel. Et ça, on l'a vu aussi dans la crise. Bon, la manifestation la plus évidente, c'est d'aller se mettre sur son balcon tous les soirs à 20h pour applaudir les soignants. Mais ce que dit Ryan Holiday, c'est que la colère, la peur, l'excitation et le rire nous poussent à propager des idées. Et c'est exactement là-dessus que Didier Raoult va jouer. Il a offert ce que les médias voulaient, des controverses qui feraient des vues. Et ça, vous pouvez le voir, par exemple, si vous allez sur YouTube, où BFM TV a publié l'interview vidéo de Rutel Krief qui a été faite le 3 juin. Vous pouvez voir que sous la vidéo, il y a plus de 10 000 commentaires et que les positions sont très très tranchées. En fait, Didier Raoult, il faut voir que en fait, sa stratégie de media hacking, elle repose sur un pari asymétrique. C'est-à-dire c'est un pari où il ne peut pas perdre. Il se dit, globalement, il affirme quelque chose, il prend un risque, quoi. Il se dit, voilà, j'affirme quelque chose, j'affirme que le confinement, ça sert à rien. J'affirme que la maladie est très médiatisée, mais elle n'est pas aussi grave qu'on le prétend. Elle va disparaître. Ce qu'il affirme, c'est qu'elle va disparaître d'ici cet été. Et il affirme que la chloroquine, ça soigne les malades. Il se dit que s'il a raison, il passe pour un visionnaire, et donc on va le trouver formidable. Et que s'il se trompe, il pourra toujours dire qu'il n'avait pas tous les éléments en sa possession pour réaliser le bon diagnostic. Et donc dans les deux cas, il est gagnant. Mais ce qui est important aussi, c'est que le discours de Didier Raoult, il a pu avoir cet impact parce qu'il a joué sur les perceptions cognitives de son public.
ce qui a renforcé son influence et sa portée. Et c'est la troisième partie de mon exposé, c'est la façon dont Didier Raoult a joué sur les biais cognitifs pour accroître la portée en fait, de son discours. Alors, qu'est-ce qu'un biais cognitif? Alors, c'est une définition que j'ai empruntée à Stanislas Leloup, qui est un expert du web marketing et qui a réalisé une série de podcasts sur les biais cognitifs et la façon dont on peut les utiliser dans les stratégies marketing. Les biais cognitifs permettent de mieux comprendre le comportement humain, afin de communiquer plus efficacement et de mieux persuader. Donc on peut les étudier, les comprendre, les analyser, mais personne n'est vraiment à l'abri. Et même quelqu'un qui analyse les biais cognitifs, il peut lui-même être victime de l'influence des biais cognitifs parce qu'il s'est vraiment ancré dans la nature humaine. Mais une chose est certaine, c'est que quelqu'un qui analyse les biais cognitifs et qui connaît leur existence et qui sait comment ça se déclenche et quels effets ils vont avoir, il peut jouer dessus. Et Didier Raoult, il y a peut-être des biais cognitifs qui sont déclenchés indirectement chez ses promoteurs notamment, mais moi j'ai la certitude qu'il y a un biais cognitif dont il avait connaissance et sur lequel il a joué, c'est ce que j'appelle le tribalisme. Alors le tribalisme, c'est pas un terme officiel, mais c'est le terme sous lequel sont rassemblées de nombreuses tendances qui ont été identifiées en psychologie. Et ces tendances, elles peuvent être résumées par un biais donc dit de tribalisme qui constitue la tendance irrésistible de l'être humain à créer et rejoindre des groupes. Donc un groupe, il se définit par ses valeurs et ses attributs communs, mais il se définit surtout parce qu'il est en opposition à ceux qui n'y appartiennent pas. Et donc l'être humain va toujours se fragmenter en différents groupes qui vont se définir par opposition les uns aux autres. À la Révolution française, 14 juillet 1789, prise de la Bastille, renversement de la monarchie. À ce moment-là, tous les révolutionnaires sont dans le même camp. Et à partir du moment où ils ont pris le pouvoir, ils commencent à se fragmenter. Il y a plusieurs tendances qui s'expriment à travers différentes factions qui s'opposent au début de façon feutrée, après de façon un peu plus radicale, jusqu'à la terreur, la guillotine. C'est la même chose en sport. La manifestation la plus pure du tribalisme, c'est les équipes de foot. Les supporters des équipes de foot ont plus de choses en commun que de choses qui les éloignent les uns des autres. Finalement, ce qui les éloigne, c'est l'équipe qui soutiennent, alors que bien souvent, les joueurs des équipes qui soutiennent passent d'une équipe à l'autre au fur et à mesure en fait des contrats et du mercato. Donc le tribalisme, c'est une expression d'un besoin fondamental humain de créer et de rejoindre des groupes. On a besoin de rejoindre des groupes, c'est ce que nos ancêtres ont fait pendant des centaines de milliers d'années, et ça ne peut pas être facilement effacé. Et donc cette tendance, elle s'exprime à travers en fait l'émergence de Didier Raoult, qui d'un côté rassemble derrière lui des personnes qui croient en ce qu'il est et en ce qu'il dit, en ce qu'il représente, et de l'autre, des gens qui s'opposent à ça et qui considèrent que Didier Raoult, c'est une fraude, c'est une espèce de mégalomaniaque qui fait de la médecine spectacle et qui, en fait, profite vraiment de la crédulité des gens pour vendre du boniment. Et il profite évidemment des médias pour se mettre en avant. Et d'ailleurs, on voit bien dans le sondage Elab qui a été réalisé le soir du 3 juin à l'occasion de l'interview BFM que c'est quelqu'un qui divise. Globalement, Didier Raoult, il a un tiers des Français qui sont pour lui, un tiers des Français qui sont contre lui, et un tiers des Français qui sont ni pour ni contre. Après, c'est pas étonnant parce qu'il a toujours adapté des positions contestataires et anti-système. Et il y a des gens en France qui sont contestataires et anti-système et qui cherchent justement une personnalité qui les représente. Le fait qu'il soit climato-sceptique, c'est pareil, ça rejoint aussi des aspirations qui ne trouvent pas forcément toujours une personnalité pour s'exprimer. Le fait qu'il dénonce les laboratoires pharmaceutiques et la stratégie un peu big pharma, le fait qu'il dénonce aussi la façon dont la recherche médicale est financée et globalement la collusion qu'il peut y avoir entre les scientifiques, l'État, les laboratoires pharmaceutiques, un peu les élites autoproclamées, il crée lui-même les conditions d'une séparation entre des gens qui le soutiennent et qui se reconnaissent dans ce qu'il dit et dans ce qu'il exprime, dans la façon dont il se présente, dans sa posture, dans son apparence,
et des gens qui considèrent que c'est pas voilà, c'est pas quelqu'un de recommandable. Et ça, c'est pareil. C'est important d'avoir conscience que on ne peut exister médiatiquement que en créant comme ça, en s'inscrivant en contre. On peut pas exister, on peut pas plaire à tout le monde, quoi. On peut pas être gentil, lisse et comme ça et être super médiatique. Ça fonctionne pas. Dans la société actuelle, il faut toujours créer une distorsion. On peut pas plaire à tout le monde pour que ça marche. Et pour autant, vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde pour que ça marche. Pour conclure, Didier Raoult, c'est un communicant. Et grâce à une stratégie marketing bien rodée, il affirme son autorité en devenant le champion des détracteurs de l'approche étatique de la résolution de la crise Covid-19. Donc, tout ça, c'est pas fortuit, et même s'il s'en défend, Didier Raoult entretient sa présence médiatique car elle sert ses objectifs. Et si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce que la longévité a besoin de personnalité comme Didier Raoult. La crise a révélé des carences dans l'adaptation de la société au vieillissement. De nombreuses questions sont en suspens. Quelles EHPAD pour demain? Comment résoudre le problème de l'isolement? Comment améliorer la situation des auxiliaires de vie et des aides-soignants? Comment rendre leur métier plus facile, plus attractif? Comment inciter les Français à être plus préventifs? Quelles solutions pour les déserts médicaux? Qui aidera nos concitoyens à vivre chez eux le plus longtemps possible? Quels services y contribueront? Comment adapter les 28 millions de logements anciens? Qui paiera pour la dépendance? Faut-il supprimer la retraite? À quel âge est-on vieux? La vieillesse est-elle une maladie? Peut-on tuer la mort? Ces sujets n'ont pas l'odeur des médias aujourd'hui. Et pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils intéressent personne? Ou bien parce que personne n'arrive à se faire entendre sur ces questions? Ou bien parce que nous cherchons à plaire à tout le monde en adoptant des postures victimaires? Combien d'informations inédites qui ne se contentent pas de relayer des affirmations des autorités, mais portent un vrai message différenciant qui remet en question l'ordre rétabli? Qui seront les autorités de référence sur les sujets de longévité dans les années à venir? Qui aura le courage de porter une vision ambitieuse et clivante autour de la longévité? Pourquoi pas vous? Qu'est-ce qui vous manque pour y parvenir? Vous avez le titre, vous êtes un expert sur le sujet en rapport avec la longévité. Vous avez le costume, vous êtes entrepreneur, indépendant et libre. Vous avez le contexte, la question des vieux, la longévité, les débats à venir sur la place des vieux dans la société, le cinquième risque, toutes les inquiétudes qu'on peut avoir sur l'allongement de la vie, l'espérance de vie en bonne santé. Il y a une multitude de sujets qui mériteraient d'être plus pris en considération et qui ne le sont pas aujourd'hui, principalement parce que personne n'arrive à les porter. Alors comment on peut faire? Moi, ce que je vous propose, c'est d'observer Didier Raoult et de répliquer son attitude à votre domaine. Et comment vous faites pour utiliser ces attitudes? Vous faites comme lui. Déjà, vous adoptez cette stature que je viens de vous présenter, et ensuite, essayez de parler de votre sujet au-delà de votre projet. Parce que le public a besoin de figures d'expertise. Et donc, vous devez jouer sur les mêmes leviers que Didier Raoult. Vous devez être mémorable et susciter des réactions. Vous devez être clivant et vous devez défendre des idées qui ne font pas l'unanimité et qui passionnent. Vous devez être différent et vous devez affirmer votre opinion en vous fondant sur des sources avérées. Vous devez être courageux en vous attaquant frontalement aux idées adverses. Vous devez remettre les dogmes en question. Et vous devez surtout pas, brosser dans le sens du poil. La crise a été l'élément déclencheur dont Didier Raoult avait besoin pour devenir l'autorité médiatique qu'il incarne aujourd'hui. Cela ne met pas en doute sa sincérité ni son expertise, mais montre que le professeur n'agit pas au hasard et que son avènement a été minutieusement orchestré. Cela montre aussi que vous pouvez vous emparer de la stratégie de Raoult pour amplifier votre présence médiatique, votre influence et votre impact.